Donc, euh, je vais faire cette petite introduction. Donc, on t'a demandé de traiter le domaine de la traumatologie. Je pense que c'est un domaine intéressant, peut-être pas tant sur le plan technique, bien qu'il y ait des aspects techniques qui soient intéressants, mais sur le plan de la prise en charge des patients, la spécificité du patient traumatisé, du patient pris en charge en urgence. Enfin, je pense que tu vas pouvoir nous éclairer, puis lancer un certain nombre de thèmes de discussion dont on pourra débattre après. Et je te remercie beaucoup de partager tout ça avec nous ce soir. Donc, je te laisse la parole, Antoine. Et merci Pierre-Henri, merci à toi et à Nicolas Gravelot de m'avoir convié à cette session. Bonjour à tout le monde. Donc sur la traumatologie qui est effectivement un vaste domaine. Alors je vais vous partager mon écran. Tout le monde le voit, c'est bon? Oui, je crois qu'on voit bien. Okay. Parfait. Donc, la traumatologie, c'est effectivement un domaine qui est très riche et varié. Hein. Quand on pense traumatologie, on pense fracture, donc fracture osseuse, mais vous allez voir que ce n'est pas uniquement ça et ça touche beaucoup d'autres lésions. Donc, un peu de traumatologie, qu'est-ce que c'est, hein? Ça vient de trauma qui veut dire blessure. Donc, c'est l'ensemble des troubles physiques ou psychiques provoqués par un agent vulnérant extérieur et qui agit de manière mécanique. Donc, ça survient souvent dans un contexte imprévu et par définition violent. Donc, comme je l'ai dit, un vaste domaine. Hein, ça va de la simple contusion, donc le bleu ou l'échymose, aux polytraumatisés graves qui peuvent arriver en réanimation. Il y a deux grands types de traumatismes. Les traumatismes qu'on appelle directs, où il y a une lésion qui se fait directement par un choc, une lésion au niveau du point d'impact, hein, et les traumatismes indirects. Ça, c'est les traumatismes comme les entorses, où il y a une lésion qui se fait à distance du point d'impact, comme une rupture de ligament croisé sur un appui ou sur un changement de direction. C'est un traumatisme indirect, car le choc est à distance de la lésion. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs atteintes. Donc, les atteintes osseuses, c'est effectivement la première atteinte à laquelle on pense quand on pense traumatologie, mais il y a de nombreuses autres atteintes qui sont ligamentaires, tendineuses, les atteintes méniscales, les atteintes cartilagineuses, tout ça, ça peut rentrer dans le cadre de la traumatologie. Il y a trois grands types de lésions. Hein. Il y a les entorses, qui sont toutes les lésions de la capsule ou des ligaments sans perte du contact entre les surfaces articulaires. On distingue les entorses dites bénignes, où c'est des simples distensions ligamentaires avec une articulation qui reste stable, et les entorses dites graves, comme la rupture du ligament croisé. Hein. C'est les ruptures ligamentaires qui peuvent compromettre la stabilité de l'articulation. Il y a à côté de ça donc les luxations, ça on en les voit fréquemment à l'épaule, où il y a une perte permanente des rapports entre les deux surfaces articulaires. Il y a des luxations qu'on appelle vraies ou complètes, où il faut qu'il y ait l'aide de quelqu'un, d'un tiers, pour remettre l'articulation en place, et les luxations incomplètes ou les subluxations, où l'articulation revient naturellement et spontanément à sa place. Et enfin, les fractures, donc c'est toutes les lésions où il y a une atteinte de la continuité de l'os qui peuvent être ouvertes en présence d'une effraction cutanée en regard du foyer de fracture. Donc, il y a la traumatologie osseuse, hein, on l'a dit, mais bien évidemment, il y a la traumatologie tendineuse et ligamentaire qu'on appelle la traumatologie du sport, qu'on fait en pratique quotidienne à la clinique du sport, parce que vous allez voir que ça touche presque toutes les articulations et ça représente une grande majorité de l'activité que nous avons à l'épaule. Hein, c'est la rupture des coifes de rotateur. Une petite nuance qu'il y a beaucoup de ruptures qui sont plutôt liées on va dire à l'âge et au temps qui passe, hein, des ruptures qu'on appelle dégénératives plus que liées à un traumatisme. Les fractures, bien évidemment, donc que ce soit de la clavicule, les disjonctions acromioclaviculaires et les luxations qu'on opère secondairement d'une butée. Le coude, donc ça touche beaucoup les ruptures du biceps brachial, hein, la hanche, ça peut être les ischio-jambiers, et enfin le genou ou la cheville. Donc le genou, c'est les lésions méniscales, bien sûr, les ruptures du ligament croisé, les ruptures du tendon rotulien, du tendon du quadriceps, ou la cheville, les entorses, les fractures du malléole, les ruptures de la cheville. Enfin, vous voyez que c'est ce qu'on fait en pratique quotidienne. Donc la traumatologie à la clinique du sport, on connaît.
Le tendon, alors les ruptures tendineuses ou les lésions tendineuses, qu'est-ce que c'est? Le tendon, c'est ce qui permet d'attacher un muscle à l'os et donc il y a un rôle de transmission des forces par la contraction musculaire au segment osseux. Les tendons les plus exposés, on les a cités précédemment, mais ça touche beaucoup. Donc la coiffe des rotateurs, le biceps, le quadriceps et le tendon d'Achille. Il y a plusieurs types de ruptures. Un tendon, il peut casser à plusieurs niveaux. Donc, il peut bien évidemment casser entre le muscle et le tendon. C'est ce qu'on appelle une rupture myotendineuse. Il peut casser en plein milieu du tendon. C'est la rupture corporeale. Et enfin, il peut casser donc au niveau de son insertion sur l'os. C'est ce qu'on appelle une désinsertion tendineuse. Le grand principe de ces lésions, des lésions tendineuses, c'est la réparation. On essaye de réparer un tendon qui est cassé. S'il est désinséré au niveau de là où il s'insère sur l'os, on essaye de venir le réamarrer, de le réancrer dans l'os donc par différents systèmes que vous connaissez comme les ancres. Et s'il est cassé en plein milieu, comme la rupture du tendon d'Achille classiquement, on essaye de le réparer directement, donc par une suture, par du fil. Après, il y a plusieurs, on n'ouvre pas, ça, il y a plusieurs techniques, mais il faut essayer de réparer toutes ces lésions tendineuses. La rupture myotendineuse, c'est une rupture, on va dire, un peu particulière qui est beaucoup moins bien réparable et qui est souvent donc qui n'est pas accessible à un traitement chirurgical et donc vous voyez beaucoup moins. Les lésions ligamentaires, donc le ligament, ça a une fonction qui est différente. Ça permet d'attacher deux os dans une articulation, ça attache l'os à l'os et ça a un rôle de stabilisation de l'articulation. Donc là, c'est toujours ce truc. Les ligaments les plus exposés, donc c'est au niveau de l'épaule, c'est les ligaments acromioclaviculaires, bien évidemment les ligaments croisés, ou ça peut être les ligaments sur le côté qu'on appelle les ligaments collatéraux, et le ligament collatéral latéral de cheville, c'est le ligament qui est abîmé dans les entorses. Vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. À côté de ça, on a bien évidemment les fractures. Rapidement, la fracture, donc on sait tous ce que c'est. C'est une lésion qui consiste en interruption de la continuité de l'os. Ça peut être une fracture, une lésion qui est complète ou incomplète, avec ou sans déplacement. Alors, je vais vous passer sur les caractéristiques d'une fracture. Nous, on a pour habitude de décrire une fracture selon son identité, qui nous permet à tous de parler le même langage et de savoir, de connaître précisément et de comprendre la fracture sans forcément voir la radio. Voilà, on décline plusieurs critères comme ça pour qu'on puisse bien comprendre et derrière poser la bonne indication chirurgicale. Les différents traitements en traumatologie, alors c'est comme tous les traitements médicaux, bien évidemment, il faut l'adapter au patient, il faut l'adapter à la pathologie. Il y a schématiquement trois façons de favoriser la cicatrisation d'un organe lésé. C'est le traitement fonctionnel, le traitement orthopédique et donc le traitement chirurgical que vous voyez qui arrive jusqu'au bloc opératoire et jusqu'à la clinique. Le traitement fonctionnel, ça consiste à garder le mouvement, à faire bouger l'organe immédiatement, sans immobilisation, quand bien évidemment l'articulation est naturellement stable, alors que le traitement orthopédique, ça consiste à bloquer ou à immobiliser l'organe lésé le temps de sa consolidation. Ça, c'est tous les traitements par plâtre, par attelle, qui permettent donc de laisser le temps consolider, que ce soit l'entorse, la fracture, lorsque bien sûr c'est une fracture qui n'est pas déplacée. Enfin, il y a le traitement chirurgical qui arrive jusqu'à la clinique. C'est celui que vous voyez quotidiennement. Le principe, là, cette fois-ci, c'est d'agir de l'intérieur afin de permettre plusieurs actions. C'est donc de remettre les os et les articulations en place quand c'est déplacé. C'est ce qu'on appelle la réduction. Ce qui nous permet de fixer les lésions. Donc pour les lésions tendineuses, c'est de réparer, de suturer la lésion tendineuse ou de réaliser une ostéosynthèse pour les fractures, donc de mettre du matériel. Et enfin, ça peut être également de reconstruire les lésions. Une lésion ancienne, ça peut être une reconstruction ligamentaire, donc ça c'est ce qu'on appelle la greffe, c'est quand une lésion n'est pas réparable, ou un peu moins fréquemment, lorsque ça touche une articulation et qu'elle est détruite, on peut la bloquer, c'est ce qu'on appelle l'arthrodèse. Et enfin, on peut la remplacer par une prothèse, ça se fait beaucoup dans les fractures du col du fémur, que nous on fait beaucoup moins ici, mais voilà, c'est aussi un traitement qui est fait très fréquemment en chirurgie. Rapidement, le traitement orthopédique, donc ça, vous le connaissez également, c'est l'immobilisation dans une attelle ou dans un plâtre. Ça peut bien évidemment avoir des conséquences. Ce n'est pas parce qu'on n'opère pas qu'il n'y a pas de conséquences. Et c'est principalement dominé par toutes les conséquences thromboemboliques, avec le risque de phlébite et de caillots aux membres inférieurs, qui nécessitent donc un traitement anticoagulant pour éviter ces complications. En cas de fracture, bien évidemment, la fracture n'est pas stabilisée, n'est pas maintenue par du matériel, donc il y a un risque de déplacement de la fracture sous la telle ou sous le plâtre, donc il faut surveiller de manière attentive par des radiographies
la fracture. Et enfin, il y a les risques de compression. Un plâtre trop serré, ça peut provoquer ce qu'on appelle un syndrome des loges. Donc, il est important d'éduquer le patient, bien évidemment. Il ne faut pas faut pas porter de bijoux au niveau des doigts lorsqu'il y a un plâtre au niveau du membre supérieur. Il ne faut rien introduire dans le plâtre ou la résine. Alors, ça, c'est plutôt pour les enfants. Ils ont tendance à vouloir se gratter en dessous, donc il faut leur dire qu'il ne faut rien mettre en dessous. Il faut bien évidemment mobiliser les extrémités, surélever le membre, tout ça justement pour éviter l'œdème. La surveillance infirmière, ça c'est une surveillance assez classique. Il faut surveiller la couleur, l'odeur, l'aspect, la sensibilité, la motricité pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. J'ai essayé de faire le traitement chirurgical. Pour être simple, comment on choisit, comment savoir quand est-ce qu'on fait quoi. Il faut grosso modo réparer ce qu'on peut réparer et essayer de reconstruire ce qui n'est pas réparable. Par définition, le ligament croisé, c'est le grand principe. On reconstruit un ligament croisé parce qu'on ne peut pas réparer un ligament croisé. Donc, on le reconstruit par une greffe, c'est ce qu'on fait. Alors qu'à l'inverse, les tendons de la coiffe des rotateurs, ça, c'est réparable. Donc, on essaye de réparer, ou un tendon d'Achille, on répare. Ce qui est parfois difficile en traumatologie, c'est d'évaluer le degré d'urgence. Est-ce que c'est forcément urgent lorsqu'un patient arrive à notre consultation? Pas toujours. Alors, il y a les urgences vraies, j'ai essayé de les classer comme ça. C'est ce qu'on ne voit pas ici à la clinique. C'est les fractures ouvertes, c'est les fractures compliquées avec des compressions vasculaires, des compressions nerveuses. C'est des fractures qui vont dans les services hospitaliers, qui sont pris en charge rapidement dans les heures suivant je suis désolé. Dans les heures suivant la lésion. Alors, les luxations de prothèses, si ça, on peut en avoir, bien évidemment, ça fait partie des urgences qui doivent se faire dans les heures suivant le traumatisme. Ça, les urgences relatives, on les a, nous, à la clinique. C'est celles qui peuvent arriver par la consultation. C'est les petites fractures qui ne sont pas compliquées. Il n'y a pas de problème sur la peau, il n'y a pas de problème de nerfs, il n'y a pas de problème artériel. C'est les fractures de malléoles, c'est les petites fractures de plateau tibial. C'est bien évidemment les ruptures tendineuses qu'on a évoquées précédemment. Donc, c'est toutes les lésions qu'on peut réparer. C'est une urgence relative parce qu'il faut le faire assez rapidement, pas trop tard, parce que la réparation se fait dans un délai, on va dire, de 15 jours, 3 semaines. Après, c'est souvent, on sort du cadre de la réparation et on rentre dans le cadre de la reconstruction et donc on n'est plus dans le cadre de l'urgence. Enfin, la traumatologie, c'est pas forcément urgent. Les ruptures ligamentaires, un ligament croisé, c'est pas urgent bien souvent, et parce qu'on fait donc la reconstruction, la greffe, et donc on a tout le temps de planifier la chirurgie, d'organiser, que le patient de son côté aussi peut s'organiser. Nous, les équipes peuvent s'organiser aussi de notre côté. Voilà, donc c'est une chirurgie qui n'est pas urgente. Enfin, c'est une urgence un peu relative. C'est des urgences que j'ai appelées professionnelles ou sportives. Un sportif professionnel, bien évidemment, ça va être urgent de l'opérer, non pas parce qu'il a une lésion qui est urgente, mais parce qu'il va derrière il va avoir besoin de retourner rapidement sur le terrain, ou les patients qui ont besoin, pareil, pour reprendre leur travail ou ne pas le perdre. Alors, ça, c'est des urgences un peu qu'il faut mettre un petit peu à part. Les urgences, les premières, les urgences vraies, les urgences relatives, ça c'est quelque chose j'ai marqué en rouge, qui est désorganisant pour tout le monde, pour le patient ou pour la structure médicale qui le prend en charge, parce que c'est quelque chose, donc, comme on l'a dit, qui n'est pas prévu et donc il faut s'adapter et souvent rapidement. Un exemple pour bien comprendre, on va prendre donc, sur la traumatologie, c'est quelque chose qui arrive brutalement. Il faut avoir un interlocuteur assez vite. Souvent, ça peut venir du kiné, du médecin, que ce soit du médecin traitant ou du médecin du sport. On est en relation avec les médecins du sport quand le joueur se blesse sur le terrain, ou le radiologue qui peut nous appeler en disant « j'ai une rupture du tendon d'Achille, j'ai machin ». Est-ce que tu peux le voir en consultation? Bien évidemment, c'est des patients qu'il faut voir rapidement en consultation, donc on se débrouille pour les recevoir dans la journée ou le lendemain si vraiment on ne peut pas, ou si un collègue peut le voir, mais il faut les voir rapidement. S'il y a une indication opératoire à poser, alors ce n'est pas toujours le cas, ça peut être des traitements orthopédiques ou fonctionnels qu'on a évoqués précédemment, mais il faut évaluer le degré d'urgence. Quand ce n'est pas urgent, on rentre dans le cas de la chirurgie programmée, de la chirurgie froide, à distance, où tout le monde peut s'organiser tranquillement. Quand c'est une urgence, c'est dans ce cas-là où c'est désorganisant pour toute l'équipe, que ce soit médicale, chirurgicale ou paramédicale, parce qu'il faut trouver un créneau pour le patient, il faut lui trouver un créneau opératoire sur des plannings et des vacations qui sont déjà chargés, déjà pleins. Ça peut être soit rajouté sur une fin de vacation, mais au risque de déborder,
ou ailleurs sur une autre vacation. Hein. Donc, ça nécessite de faire revenir le personnel, de prévoir voilà, l'IAD, de prévoir l'anesthésiste, de prévoir l'aide opératoire, de prévoir du matériel, bien évidemment, hein, parce que ce n'est pas toujours du matériel qu'on a à disposition à la clinique. Dès que c'est quelque chose, une fracture un petit peu particulier, il faut faire venir du matériel. Donc ça aussi, il faut bien l'organiser parce qu'il faut l'avoir dans les temps. Et ça, voilà, ça désorganise aussi, bien évidemment, le chirurgien, mais ça, c'est pas que, hein, parce qu'on est souvent amené à annuler des consultations, à les déplacer, voilà, pour pouvoir revenir opérer au bloc opératoire. Donc, ça désorganise vraiment tout le monde. Et bien évidemment, ça désorganise le patient, parce que par définition, il n'a pas choisi de se faire opérer, il s'est fait mal, et s'il avait choisi, il aurait préféré être ailleurs et pas être à devoir se faire opérer en urgence. Si on prend l'exemple, la rupture du LCA, donc avec le circuit qu'on a expliqué, il y a le LCA. Pourquoi parfois le ligament croisé c'est urgent et pourquoi ça ne l'est pas, hein. Souvent, bien évidemment, ça n'est pas urgent. C'est des patients à qui on prescrit de la rééducation et derrière on les revoit en consultation et donc on choisit avec eux si on opte pour une intervention chirurgicale ou pas, hein. Le patient il choisit son traitement. Et alors qu'il y a d'autres cas particuliers où le LCA peut devenir urgent, c'est quand il y a une lésion associée, typiquement une anse de saut, donc il y a une lésion du ménisque qui est instable et qui est venue bloquer le genou. D'une part, on ne peut pas laisser le patient avec un genou bloqué, hein, parce qu'il ne peut plus marcher. Et d'autre part, il faut aller assez vite parce que le ménisque, il cicatrise. Si on y va, enfin plus vite on y va, meilleures sont les chances de cicatrisation du ménisque. Et bien sûr, quand il y a d'autres lésions ligamentaires associées, là on rentre dans les traumatismes un peu complexes, les luxations de genoux, il faut essayer de réparer, toujours selon le même principe. Donc il faut trouver une place au bloc opératoire rapidement. Là encore une fois, le patient il ne choisit pas forcément de se faire opérer. Alors il est bien évidemment d'accord pour se faire opérer, hein, mais ça nécessite de sa part pas mal de bouleversements. Au niveau de la fracture, donc le principe d'une ostéosynthèse, c'est de réunir à ciel ouvert ou à foyer fermé donc deux fragments d'un os fracturé et de le maintenir à l'aide d'implants. Il y a plusieurs voies d'abord et moyens d'ostéosynthèse utilisés, hein, qui sont adaptés à la fracture. Rapidement, on peut voir trois grands types d'ostéosynthèse. C'est l'ostéosynthèse à foyer ouvert, donc en ouvrant où on met des plaques et des vis. Il y a les ostéosynthèses par clou, ou qu'on appelle par enclouage centromédulaire, donc à distance du foyer de fracture, et les ostéosynthèses par fixateur externe. Alors ça, on n'en voit pas et j'espère qu'on n'en verra pas trop. Après, il y a différents matériels, hein, ça peut être les vis, les broches, tout ça, ça permet de maintenir la fracture le temps de la consolidation. L'ostéosynthèse à foyer ouvert, c'est les plaques, c'est les vis, c'est tout ça. Il faut ouvrir, il faut voir la fracture pour la réduire, pour la remettre en place, pour la stabiliser. Après, il y a plein de types, hein. Ça peut être des vis métalliques, des vis résorbables, des encres, des plaques vissées, des fils d'acier, des broches, peu importe le matériel, il faut stabiliser la fracture le temps de la consolidation. Les clous, donc c'est l'ostéosynthèse à foyer fermé, donc à distance. C'est introduit à distance du foyer de fracture pour réaliser donc, ce qu'on appelle l'enclouage. On introduit une tige dans le canal médulaire et cette tige sert de tuteur pour après immobiliser et permettre la bonne consolidation de la fracture. Enfin, rapidement, les ostéosynthèses par fixateur externe. Donc, ça se fait loin du foyer de fracture, en externe et à l'extérieur de la peau. Enfin, il peut y avoir des ostéosynthèses aussi sous arthroscopie, hein, ce qu'on voit fréquemment. Ça peut être une fracture du plateau tibial qu'on vient contrôler sous arthroscopie pour être sûr que l'articulation est bien remise à niveau. En post-opératoire, il y a une surveillance, bien évidemment, comme toute surveillance, hein, pas spécifique à la traumatologie. Il faut surélever le membre, il faut glacer, il faut surveiller les constantes générales, il faut surveiller l'état local, la sensibilité, la mobilité, la couleur des extrémités, la chaleur. Une complication fort heureusement rare mais grave qui peut arriver en traumatologie, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome des loges. Il faut y être sensibilisé, il faut connaître cette complication. C'est lié à un œdème ou à un hématome après une chirurgie ou par une compression externe comme un plâtre. C'est des douleurs très vives qui résistent à tous les antalgiques, notamment les antalgiques morphiniques. Il y a des douleurs importantes à la contraction musculaire. On a souvent une difficulté à mobiliser les orteils ou les doigts.
Il y a des troubles sensitifs, hein, le patient il sent moins bien, avec une pâleur et un refroidissement à l'extrémité, mais souvent les pouls sont perçus, donc il ne faut pas se laisser avoir. Ça, c'est une urgence extrême, hein. Il faut absolument lever la compression rapidement, enlever le plâtre quand il y a un plâtre, et après, c'est chirurgical, hein, quand il n'y a pas de plâtre, parce qu'il faut aller ouvrir les loges, c'est ce qu'on appelle faire une aponévrotomie, hein. Le syndrome de loge, il faut y penser, et c'est rare, mais il faut savoir le dépister quand il y en a un. La consolidation, bon, très rapidement, que ce soit un tendon, un ligament ou un os, hein, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça commence dès le premier jour de la lésion et ça évolue sur plusieurs mois avec, au niveau d'une fracture, la formation d'un cal osseux qui prend plusieurs phases et qui donc prend plusieurs mois pour avoir une consolidation complète, notamment clinique et radiographique. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la consolidation, que ce soit de l'os ou d'un ligament ou d'un tendon, hein. Bien évidemment, les malades, les patients âgés, ils ont une moins bonne cicatrisation ou consolidation. Le tabac, ça permet une moins bonne consolidation ou cicatrisation. Les comorbidités, le diabète, tout ça fait que la consolidation est de moins bonne qualité. Lié à la fracture aussi, hein, une fracture ouverte consolide moins bien qu'une fracture fermée, hein, qui garde son environnement cellulaire et lié à l'hématome. Et enfin, lié au traitement, une mauvaise immobilisation, une fracture qui bouge ou une fracture qui n'est pas bien réduite, hein, avec un écart entre les fragments. Tout ça, ça influence la consolidation de manière négative. La consolidation, elle peut se faire, mais elle peut aussi ne pas se faire, hein. C'est ce qu'on appelle la pseudarthrose ou l'absence de consolidation, où parfois elle se fait en position vicieuse. C'est une consolidation d'un os en position non anatomique. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. Enfin, les complications, il peut y avoir des complications des fractures, hein, qui peuvent être générales. Ça, c'est toutes les complications thromboboliques qu'on a abordées précédemment. Une complication aussi rare qu'on est censé pas voir chez nous, hein, c'est l'embolie graisseuse. Ça se voit surtout pour les fractures des os longs, comme les fractures du fémur ou les choses comme ça, ou bien sûr une décompensation d'une maladie préalable, ou toutes les décompensations, ou toutes les maladies, les complications de décubitus, hein, les escarres, les choses comme ça, lors des alitements prolongés. Les complications, on va dire, immédiates, loco-régionales, lors d'un traumatisme ou d'une fracture, c'est moi ce que j'appelais les complications populaires, pour m'en souvenir. C'est toutes les complications cutanées, hein, les fractures ouvertes, les complications nerveuses. Donc, il faut vérifier s'il y a un pouls et vérifier s'il y a une sensibilité, une motricité. Et les complications vasculaires, donc vérifier s'il y a un pouls. Enfin, les complications à distance, donc c'est les pseudarthroses, c'est les fractures qui n'ont pas consolidé, c'est les raideurs, hein. La traumatologie, c'est quelque chose qui peut laisser des conséquences, qui peut laisser des séquelles, donc ça enraidit les articulations pour les fractures ou les lésions articulaires. Il peut y avoir des consolidations vicieuses, il peut y avoir donc le syndrome douloureux régional complexe, c'est ce qu'on appelle l'algoneurodystrophie ou de l'arthrose. Tout ça, c'est des complications à distance, mais pour vous dire que la traumatologie, ça peut laisser des traces. Enfin, il y a des conséquences aussi, pas seulement anatomiques, hein, il peut y avoir des conséquences fonctionnelles, des conséquences esthétiques, bien évidemment des conséquences psychologiques, hein, pour le patient et l'entourage, des conséquences sur la qualité de vie. Et la traumatologie a une incidence socio-économique, hein, d'un point de vue collectif, c'est des frais pour la société, et d'un point de vue individuel, parce que pour le patient, ça peut être des pertes de revenus, une perte de travail, et pour les sportifs, ça peut être un déclassement sportif ou des difficultés à retrouver son niveau de sport antérieur. Donc, pour terminer, la traumatologie, c'est un domaine qui est très vaste, qui est très riche et qui est très varié. C'est pas forcément tout, n'est pas forcément urgent, hein, parce que la preuve, c'est qu'on en fait à la clinique du sport en pratique courante. Ça peut être source de désorganisation pour tout le monde, pour les équipes médicales et paramédicales et pour le patient, bien évidemment, source de stress également pour tout le monde. Et voilà, ça nécessite bien évidemment des équipes à tous les niveaux qui sont rodées et entraînées à ce type de pathologie pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. Voilà. Bon, merci beaucoup Antoine, hein. C'était un sujet très très vaste, très difficile à traiter en si peu de temps. Je pense que tu nous as cité et décrit les notions les plus importantes. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, très pédagogique, très didactique, très concis. Donc, merci beaucoup. Avant de passer à quelques questions, on peut peut-être faire le quiz. Alors, je vais lancer le quiz et c'est à toi de commenter les questions, Antoine.
Alors, et de les poser. Est-ce que tout le monde… Ah oui, peut-être que ça n'est pas lancé encore. Voilà. Donc, tu vois le quiz sur ton écran? je le vois. Bon, donc, Magnifique. si tu peux donc dire les questions et poser les questions, et puis les uns et les autres vont y répondre. Alors, je suis censé cliquer sur la petite réponse aussi. Ah ben, si tu veux, oui, tu peux donner aussi ton avis. J'espère pas me tromper. Alors, la première question, c'était donc la thrombose veineuse profonde, donc la phlébite, si elle n'était pas possible avec un traitement anticoagulant préventif, donc qui est prescrit en post-opératoire ou après une immobilisation plâtrée. Voilà, donc tu peux donner les éléments de réponse parce que là, quasiment tout le monde a voté J'espère. pour cette première question. Donc, Euh, c'est faux, bien évidemment, hein. On peut avoir une thrombose veineuse profonde, on peut avoir une phlébite, même avec un traitement anticoagulant bien prescrit et bien pris surtout. Donc, il faut y penser, même après une opération, si le patient, typiquement pour le membre inférieur, enfin, s'il a mal dans le mollet, après une chirurgie du ligament croisé ou n'importe quelle chirurgie, même s'il prend un traitement par HBPM, il faut y penser, il faut lui prescrire un échodoppler hein, parce qu'il peut quand même faire une phlébite malgré le traitement anticoagulant. Hein. Donc, il ne faut pas dire non, non, c'est pas ça, il a un traitement anticoagulant. Voilà, donc il faut y penser dans tous les cas et le traitement anticoagulant ne dispense pas de faire une phlébite malheureusement. La deuxième question, c'était donc ça. attends, sur la première question, tu vois, il y a finalement des réponses qui sont partagées et je crois que ça prouve que c'était une bonne question parce que on a tous en tête qu'un traitement anticoagulant, ça met complètement à l'abri d'une phlébite ou d'un accident thromboembolique. Et bien là, tu nous dis que ça n'est pas exact, ça rend beaucoup plus rare l'accident thromboembolique, mais ça ne met pas complètement à l'abri et je crois que c'est une notion importante. Il faut aussi y associer les mesures de prévention, l'appui quand c'est possible, la mobilisation, enfin, les bas de contention. Le traitement anticoagulant ne peut pas tout faire à lui tout seul. Voilà, absolument. Donc, c'est important. C'est la raison pour laquelle il faut toujours systématiquement y penser. Et on peut difficilement le passer de faire un examen à partir du moment où on y pense après une immobilisation ou une chirurgie. La deuxième question, moi, je pense qu'après le topo, vous avez tous la réponse. Hein, c'était le syndrome d'éloge d'un membre est une urgence absolue. Là, bien évidemment, la réponse est oui, hein, c'est vrai. C'est rare, comme je l'ai dit, heureusement, parce que ça peut avoir des conséquences graves pour le patient. Mais c'est à partir du moment où on y pense, il faut presque le traiter avant même d'avoir le. Voilà. À partir du moment où y penser, c'est le traiter. Et si un patient, si on suspecte un syndrome d'éloge, il faut tout de suite organiser, l'emmener au bloc opératoire parce que c'est quelque chose qui doit être fait dans les heures suivant le diagnostic. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est gravissime et qui est urgentissime. Il y a peu de choses aussi urgentes que le syndrome d'éloge en chirurgie orthopédique. Est-ce que tu peux nous décrire les deux syndromes de Loge les plus fréquents, ceux qu'on est peut-être amené à rencontrer, et puis leurs conséquences dramatiques? Parce que je pense que c'est pour bien se souvenir de la gravité, c'est pas mal aussi de savoir comment ça évolue rapidement, mais je te laisse décrire. Alors, il y a les deux grands syndromes d'éloge. Hein. Le premier, c'est au niveau de l'avant-bras. Alors, peut-être que tu seras un peu mieux placé que moi pour décrire les signes cliniques, mais c'est des loges, donc bien évidemment, qui sont tendues. Hein. C'est un membre qui est émacié, très dur, avec des troubles sensitifs d'aval, donc au niveau de la main. Alors, j'imagine que je ne sais pas quel territoire nerveux ça atteint particulièrement, mais avec des douleurs intenses qui résistent aux antalgiques. Et avec comme conséquence, donc c'est une ischémie, hein, une nécrose musculaire, une fonte nécrotique musculaire avec derrière des rétractions tendineuses et une complication qui s'appelle le syndrome de Volkmann à la main avec des membres, enfin une rétraction tendineuse qui est irréversible
au niveau du membre supérieur et au niveau du membre inférieur, donc au niveau de la jambe. Hein. C'est un peu les mêmes signes, c'est des loges tendues. C'est une hypoesthésie, souvent ça commence par une petite… le patient il sent moins bien au niveau de la première commissure, dans l'espace entre le premier orteil et le deuxième orteil. Il a les poux et il a une petite hypoesthésie à ce niveau-là avec une douleur intense et un mollet tendu. Ça ne peut être qu'un syndrome des loges. Là, pareil, avec des conséquences, si on le prend quelques heures trop tard, avec une nécrose, hein, une nécrose musculaire et derrière des conséquences fonctionnelles qui sont dramatiques pour le patient et qui peuvent compromettre l'utilisation de sa jambe. Et le grand piège, c'est l'anesthésie locorégionale qui peut masquer ou Mm. retarder la découverte du syndrome de Loge, que ce soit au membre supérieur ou au membre inférieur, parce que le patient ne s'entend pas son membre, il est trop serré dans son plâtre ou son immobilisation, ou il y a d'autres causes d'ailleurs que le plâtre, et on ne se rend compte de ce syndrome de Loge que trop tard, une fois que la nécrose musculaire est avérée et qu'on est déjà quasiment au stade des séquelles. Séquelles Mm. définitives, hein, comme tu le disais. Donc, Oui, une absolument. perte de fonction gravissime. Oui, absolument. Enfin, la troisième question, c'était l'ostéosynthèse s'accompagne toujours d'une immobilisation, alors plâtrée, d'une immobilisation par plâtre ou par attelle. Hein. La réponse est faux. Le principe de l'ostéosynthèse, c'est d'avoir une fixation donc solide et rigide du montage. Donc, si c'est solide, on n'est pas obligé d'y associer derrière une immobilisation, hein, associer une immobilisation quand quand on a un doute ou quand c'est quelque chose qui nécessite en plus d'être stabilisé par un agent extérieur. Mais toute ostéosynthèse, une ostéosynthèse qui est solide, on peut derrière autoriser les mouvements. Hein. Il y a plein de plaques aujourd'hui, notamment des plaques verrouillées qui créent des montages très solides où derrière, on peut tout de suite autoriser le patient à mobiliser et c'est à entamer la rééducation. Ça évite justement toutes les raideurs et toutes ces complications post-opératoires qui peuvent mettre du temps à récupérer. C'est le cas pour les fractures de jambes ou fractures de fémur, fractures de tibia ou fractures de fémur, qui sont souvent traitées par des clous verrouillés, qui sont très stables d'emblée, puisqu'il y a le verrouillage du clou permet une grande stabilité, et c'est des gens qu'on peut mobiliser très rapidement, ce qui fait gagner beaucoup de temps en rééducation. C'est aussi tout l'intérêt des ostéosynthèses. Hein. Parfois, pour une même fracture, on choisit de les opérer pour justement éviter l'immobilisation et qu'ils puissent rapidement commencer la rééducation et ne pas avoir les conséquences et les désagréments d'un plâtre qui est souvent posé pour plusieurs semaines. Donc, c'est aussi parfois un choix pour derrière accélérer un peu la récupération. Et oui, la grande complication de la fracture, enfin une des complications, c'est l'enraidissement des articulations sus et sous-jacentes. Et donc, la rééducation précoce est un objectif important. Toujours un compromis entre l'immobilisation et la mobilisation la plus précoce possible pour justement éviter ça. D'où l'intérêt des montages par ostéosynthèse les plus solides pour pouvoir derrière tout de suite autoriser la mobilisation du membre ou de l'articulation opérée. Bon, donc merci pour ce quiz. Est-ce qu'il y avait des questions, est-ce qu'il y avait des questions autour de ce thème de la traumatologie? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? On a peut-être encore 3 minutes. Alors, il faut aussi prendre en compte en traumatologie le risque anesthésique. Ça, on n'a pas beaucoup parlé de l'anesthésie. Pour les anesthésistes, la traumatologie, c'est une activité qui est un petit peu plus risquée parce que souvent, ils ne connaissent pas bien le patient, ils n'ont pas pu le voir vraiment en consultation. Le patient n'est pas forcément préparé. La contre-indication est plus difficile à établir quand le patient est fragile. Par exemple, un col du fémur chez une personne assez âgée, assez fragile, il faut quand même l'opérer parce que sinon, il y a des complications de décubitus et des complications vitales. Le pronostic vital peut être engagé. Donc, pour les anesthésistes, c'est une activité qui est plus acrobatique et plus difficile.
Et puis, c'est aussi des patients qui sont un petit peu plus difficiles à surveiller par la suite. Ça rejoint les questions sur les accidents thromboemboliques et sur la surveillance des plâtres, par exemple. Mm. Mais c'est peut-être une chose qu'on peut ajouter à cette excellente présentation. Mm. Puis Oui. après, en termes de bloc opératoire, je pense que tu l'as dit, la traumatologie, ça demande à être très vigilant sur le matériel parce que c'est souvent du matériel qu'on n'a pas chez nous. Donc, à chaque fois qu'on a un patient urgent, il faut quand même, à l'arrivée au bloc, prendre le temps de lui poser des questions sur son identité, bien sûr, de bien faire les checklists et de vérifier qu'on a bien reçu le matériel et qu'on ne va pas endormir un patient pour s'apercevoir qu'il nous manque le clou qui a été commandé pour cette intervention ou la plaque spécifique. Donc, ça demande, ça désorganise le bloc. C'est souvent en fin de programme ou à un moment où on est un peu plus fatigué, mais ça demande finalement plus de vigilance parce qu'on n'est pas dans nos automatismes habituels. Donc, je pense que dans la dynamique collective du bloc, l'abord de la traumatologie, enfin, connaître la traumatologie, c'est très important et ne pas la négliger, c'est encore plus important. C'est-à-dire qu'il faut ce type de patients, ce type d'intervention, il faut les considérer comme importantes. Il faut rester concentré sur ces situations-là. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter dans ce domaine, Antoine, toi qui es un petit peu plus souvent confronté à la traumatologie, quels sont les problèmes qui se posent au chirurgien qui arrive avec son patient traumatisé au bloc? Oui, non, mais c'est tout à fait vrai, hein. C'est ça, tout est une question d'organisation. Il faut prévoir à l'avance, hein. Donc, il faut bien anticiper le matériel, parce que souvent, si c'est du matériel qu'on n'a pas prévu, bah, parfois on découvre un petit peu. Il y a toujours une part d'imprévu dans la traumatologie, notamment dans la traumatologie osseuse, où on peut se retrouver un peu dans la difficulté si on n'a pas bien prévu son coup au préalable. Comme tu l'as dit également, ça se fait souvent en fin de programme ou à des moments entre deux, parce que voilà, entre deux consultations, des choses, mais c'est souvent des interventions, c'est pas réglé comme une rupture de coiffe ou comme un ligament croisé. Il y a sa part d'imprévu, donc voilà, c'est du stress aussi pour tout le monde, ça peut être compliqué. Derrière, ça peut avoir des conséquences pour le patient. Voilà, c'est vrai que la traumatologie, c'est vraiment un domaine qui est très important, qui fait partie intégrante de notre spécialité, mais qui reste compliqué parce que chaque fracture est différente, chaque lésion est différente. Il faut savoir s'adapter, il faut réussir à l'anticiper, mais voilà, donc il y a de gros enjeux et c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça reste néanmoins primordial aujourd'hui, nous, dans notre pratique quotidienne. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la place de la prothèse en traumatologie, où on n'a pas beaucoup parlé, comme Guillaume et Evelyne assistent à la communication ce soir, comme d'ailleurs souvent. Je pense que pour les personnes qui sont responsables des prothèses, c'est aussi un petit challenge de pouvoir livrer une prothèse avec l'ancillaire qui va bien pour une situation de traumatologie. Dire qu'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus qui demande une fracture dédiée à la prothèse, mais c'est valable aussi pour le membre inférieur. Et la traumatologie, ça n'est pas simplement des clous et des plaques, il y a aussi toute une chirurgie prothétique développée autour de la traumatologie qui permet, souvent l'argument, c'est de permettre une rééducation plus précoce, Mm. une rééducation immédiate. Bien évidemment. Oui, oui. Ça, les fractures du col du fémur, on en fait pas, on en fait peu chez pas ou pas peu ou pas chez nous, mais effectivement, les fractures du col fémur, c'est très pourvoyeur de prothèses, hein. C'est de la traumatologie, mais des patients qui arrivent avec une fracture du col, qui sont opérés d'une prothèse souvent totale et qui, dès le lendemain, peuvent remarcher. Donc ça, c'est vrai que pour le patient, c'est un bénéfice qui est énorme, hein. Ça lui évite toutes les conséquences de l'immobilisation, d'une ostéosynthèse où il ne doit pas poser le pied par terre. Voilà, la prothèse de hanche dans la fracture du col, ça a permis de diminuer la morbimortalité de manière très importante, hein.
Ça, c'est un vrai gain pour tout le monde, pour le patient, d'un point de vue économique aussi, hein. Ça, c'est certain, hein. Ça, c'est peut-être un élément qu'on peut noter dans la traumatologie, c'est la dimension économique qui est socio-économique de cette pathologie, parce que c'est derrière beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup de conséquences judiciaires aussi, ce qui explique parfois aussi voilà, les gens qui n'ont pas choisi d'avoir des accidents, qui ont des accidents de la vie, et puis des grosses incidences pour la société, des arrêts de travail prolongés, des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que vous voyez des chirurgiens spécialistes qui font quand même de la traumatologie, parce qu'il y a deux façons d'aborder la traumatologie. Une qui n'est pas trop la dimension française, où il y a des gens qui sont dédiés à la traumatologie et qui ne font que ça. Par exemple, les germaniques, ils font pas mal comme ça, et des traumatologues et puis les orthopédistes de l'autre côté. En France, on a une culture commune, et c'est pour ça que vous voyez des spécialistes qui vont faire de la traumatologie de leur articulation, parce qu'en fait, assez souvent, la traumatologie, c'est difficile. Et donc, c'est pour ça que même dans une clinique où on fait de la chirurgie élective et programmée, on est sollicité pour faire des traumatologies parfois compliquées. Et c'est un service rendu qu'on peut faire parce que de par ce qu'on fait tous les jours, on fait probablement un peu mieux ces cas difficiles. Je pense par exemple au genou multiligamentaire. C'est une chirurgie qui est très difficile, qui est très sollicitante pour les équipes, mais probablement que les patients ils bénéficient quand même d'être pris en charge par des gens qui ont bien l'habitude de gérer la chirurgie ligamentaire, plutôt que par des traumatologues qui font du ligament une fois de temps en temps. Et puis le dernier élément, c'est la population. Très, très grosse incidence d'une traumatologie particulière qui est en pleine explosion. C'est la traumatologie des personnes âgées, parce que on a beaucoup de personnes âgées, l'os se fragilise, et on a beaucoup, beaucoup de fractures qui sont liées donc à l'ostéoporose, aux chutes à domicile. Et là, l'orthopédie a révolutionné comme la prise en charge de ces gens-là. Pour la fracture du col, on peut se rappeler qu'une fracture du col qui n'est pas traitée, pas opérée, c'est des gens qui meurent avec des taux de morbidité très élevés, hein. Même les gens opérés, c'est 50% de mortalité chez les personnes âgées, et c'est beaucoup de dépendance, beaucoup de gravatisation et tout ça. C'est pour ça que c'est important de les opérer vite pour ceux qui se verticalisent. Mais même si à la clinique, on n'en fait pas beaucoup, c'est un élément sociétal hyper important de traiter nos anciens quand ils ont des fractures, notamment des articulations qui leur permettent de marcher. Et toute la traumatologie fracturaire périprothétique aussi qui augmente d'année en année, hein, parce qu'on met des prothèses, on opère des patients d'une prothèse de hanche, de genou, d'épaule pour de l'arthrose, hein, donc on met de plus en plus de prothèses chez des patients de plus en plus âgés, et donc par définition des patients qui se cassent après de plus en plus autour de la prothèse. Alors ça c'est dramatique, hein, parce que c'est de la chirurgie derrière, ça nécessite une autre chirurgie, souvent qui est très lourde, très difficile, avec là encore un taux de complications et de mortalité qui est énorme, hein. Donc ça, c'est un vrai problème aussi actuellement, c'est les fractures autour des prothèses qui nécessitent des structures adaptées, hein, parce qu'il faut souvent des réanimations, il faut voilà, pour des patients qui sont souvent âgés, lourds, avec des comorbidités, mais ça aussi, on n'en parle pas, on n'en voit pas, nous, ici à la clinique, mais on en voit de plus en plus dans tous les services hospitaliers. C'est quelque chose qui est grave, hein, pour le patient. Bon, mais je crois qu'il est l'heure. Nicolas, tu veux conclure, puisque j'ai fait l'introduction, puisqu'il est l'heure de se quitter pour respecter notre timing. Je vais conclure en remerciant tout le monde une fois de plus de participer. Vous êtes toujours aussi assidus. Et merci à Antoine d'être investi dans cette belle présentation, parce que tu as encore l'expérience fraîche de cette traumatologie qui est largement pratiquée à l'hôpital. Et donc, voilà, non seulement tu en parles bien, mais en plus tu l'as fait bien. Donc, c'est sympa de nous avoir présenté ça. Merci à tous les deux de m'avoir invité, et merci à tous ceux tous les courageux à cette heure-ci d'être connectés. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée. Et à très Merci à bientôt. tous, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.